Voici la dernière partie de la grande table Caroline Brouet. Et que la politique pourrait toujours être autrement, voilà aussi ce que pourrait reprendre à son compte notre invité, Michael Sandel. Bonjour et bienvenue à vous. Michael Sandel, vous êtes en langage simple professeur de philosophie politique à l'université de Harvard aux États-Unis. En langage, disons, plus moderne, pour reprendre ce qui a été dit précédemment, vous êtes une véritable rockstar, non seulement aux États-Unis mais aussi en Asie. Donc bienvenue en France, où j'espère votre livre va faire autant de bruit et va rencontrer autant de succès qu'il en a préalablement rencontré aux États-Unis depuis sa parution en 2009 et puis en Asie. Maintenant, en France, votre livre s'intitule Justice en français. C'est un livre qui est tiré de votre cours à Harvard et qui a donc été déjà vendu à 3 millions d'exemplaires dans le monde. Pour dialoguer avec vous, peut-être vous interroger à nos côtés, puisque vos cours portent sur des cas très précis, très concrets, des anecdotes et beaucoup de questions. Donc peut-être vous allez soulever des questions ici avec nous. Nous avons donc convié autour de la table l'autre philosophe, Ruven Augien. Bonjour à vous, Ruven. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire La République des Savoirs, dirigé par Antoine Compagnon. Ruven, votre sujet de recherche constant est la philosophie morale, et la philosophie morale appliquée. Le dernier livre paru est Mon dîner chez les cannibales et autres chroniques sur le monde d'aujourd'hui, un livre paru chez Grasset tout récemment, début mars. Alors Michael Sandel, votre justice est en fait un plaidoyer pour les valeurs morales dans notre vie. Est-ce que vous considérez que nous avons perdu le sens moral? Yes, to this extent. Oui, mais dans une certaine mesure, dans les démocraties partout dans le monde, les citoyens sont frustrés par la politique, par les responsables politiques et par les partis politiques. Et moi, il me semble que cette frustration vient du fait que les termes du discours public sont creux. Les gens veulent que la politique porte sur de grandes idées, y compris des questions de valeurs. Et le discours public aujourd'hui est technocratique. C'est de la parole technocratique qui refuse d'aborder les grandes questions de justice, d'égalité, d'inégalité, du sens du bien commun, ce que ça signifie d'être citoyen. Ainsi, moi je pense que pour réagir à cette crise du discours public, eh bien, il faut apporter les questions morales et philosophiques plus directement dans le discours public. Est-ce que vous partez du haut, c'est-à-dire de ces responsables politiques, de ce qui est le collectif dans notre société, Michael Sandel, ou est-ce que vous partez, pour reprendre le titre original de votre livre, de ce qu'il est juste de faire, mais d'un point de vue personnel, individuel? Autrement dit, est-ce que c'est une réflexion qui commence par la politique ou qui commence par les individus? I think that this kind of discourse needs to begin Ce type de discours from both directions at doit once. émaner de deux sources en même temps. Et les histoires et les anecdotes que je relate dans mon ouvrage Justice portent sur des questions politiques. Qu'est-ce qu'un système égalitaire pour ce qui est de la distribution des revenus? Le mariage homosexuel doit-il être reconnu par l'État? Est-ce que la discrimination positive doit être pratiquée? Voilà le genre de questions éthiques qui sont assez larges et qui sont dans le périmètre de préoccupation de la politique. Mais il y a de nombreuses questions qui portent sur ce qu'il est juste de faire face aux dilemmes auxquels nous sommes confrontés dans notre vie personnelle, dans nos relations et ainsi de suite. Une grande partie de la philosophie politique tente de cliver la moralité privée de la moralité publique. En réalité, moi je dis que la distinction est trop vive entre les deux. Et donnez-nous par exemple cette anecdote ou cet exemple que vous donnez dès le début de votre ouvrage du tramway fou, Michael Sandel. You want me to Oui, describe it? Je veux bien que vous nous donniez cet exemple. Well, I have to put. You have to be a respondent. Are you willing to respond? Alors, on va faire Si ça vous sous forme voulez. de dialogue. If you are driving a tram Si vous conduisez un tramway, and at very high speed, vous allez vite. and you see at the end of the track 5 Vous workers voyez 5
ouvrier sur les voies. Vous essayez de freiner, mais vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de frein. Mais il y a le moyen de changer de voie, et là, il y a un seul ouvrier. Vous pouvez décider de tourner. Quel est votre choix, Caroline? J'y ai réfléchi parce que j'avais lu votre exemple avant, mais j'ai pas trouvé de réponse encore. Je trouve que c'est extrêmement difficile. Peut-être faudrait trouver une troisième voie, une troisième possibilité. Mais jeter une vache sur les voies, je sais pas. Et encore, je vais me mettre à dos tous les partisans de la condition animale. Ruvenogien, auriez-vous une réponse? Cette expérience de pensée, elle est accompagnée d'un autre cas. Vous vous trouvez sur la situation est exactement la même. Donc les freins ont lâché, le train part à grande vitesse vers les 5 ouvriers. Il y a une voie qui pourrait aussi vers laquelle le tram pourrait détourner. En fait, c'est pas ce qui se passe. Il y a un gros bonhomme sur un pont au-dessus de la voie qui se dirige vers les 5 ouvriers, et vous vous demandez si vous pouvez pousser le gros bonhomme pour qu'il arrête le train. Et en fait, toute l'expérience de pensée consiste à mettre les deux en comparaison et vous dire, parce qu'en général les gens disent oui, on peut détourner vers une voie de garage, vers une voie latérale, mais on ne peut pas pousser le gros bonhomme, alors que le résultat du point de vue conséquentialiste est exactement le même. Donc l'expérience de pensée, pour la voir dans son entièreté, il faut prendre les deux cas ensemble et vous demander, vous, est-ce que vous accepteriez de pousser le gros bonhomme, par exemple? Michael Sandel, qu'est-ce que répondent vos étudiants? Well, my students have less difficulty, Mes étudiants ont moins de mal que vous dans la première situation. La plupart des étudiants et la plupart des publics disent, bon, on va essayer de sauver 5 vies, quitte à en sacrifier une. Et puis, arrive le contre-exemple qu'on vient d'entendre. Pour sauver 5 vies, il faut pousser le gros bonhomme. Et c'est là que la plupart des étudiants hésitent. Et c'est là que se pose la question, quelle est la grande différence entre les deux? Alors, ça peut sembler futile, mais cela démontre la façon dont on peut commencer à réfléchir à partir d'études de cas, voire des cas hypothétiques de dilemmes moraux, pour commencer donc à réfléchir aux grands principes moraux qui sous-tendent notre vie et les grands enjeux auxquels nous sommes confrontés en tant que citoyens et dans notre vie en tant qu'être humain. Une question d'Antoine Mercier. Oui, quand même, c'est pas tout à fait pareil de pousser quelqu'un et d'orienter un tram, parce que le geste n'est quand même pas exactement le même, malgré tout, ce qui peut expliquer qu'on n'est pas forcément le même avis. Je voudrais juste revenir à une question générale sur la morale et la politique, la manière dont la vie politique, les classes politiques et un peu partout dans le monde ont un peu abandonné ces valeurs, le fait de vouloir trouver un sens à leur vision politique. Et je me demandais pourquoi, parce que j'avais l'impression que ce qui nous est dit plus tôt, c'est le discours de l'adaptation. Il y a une situation, on s'y adapte. Vous revenez avec la notion de justice, qui par définition est le contraire, puisqu'il s'agit de savoir au nom de quoi nous agissons et non pas au nom de quoi nous nous adaptons. Comment se fait-il que nous ayons basculé complètement aujourd'hui dans cette adaptation, en oubliant très souvent cette notion de justice? Michael Sandel. Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, les responsables politiques aiment éviter les questions controversées. Mais là, il y a une autre raison plus profonde. C'est une question qui est liée à une certaine philosophie politique qui nous dit que dans les sociétés pluralistes, pour créer une société tolérante, il ne faut pas apporter des questions morales controversées au centre de la politique. Il faut laisser les convictions morales et spirituelles de côté lorsque les citoyens arrivent dans la sphère publique. Alors, certains arguent que cela constitue un moyen d'être tolérant dans une société où les individus ont des convictions morales différentes et ça nous permet quand même de vivre ensemble. Mais moi, je pense que c'est une conception appauvrie de la tolérance et du pluralisme. Un véritable pluralisme plus profond engage
les désaccords moraux que nous avons entre citoyens, plutôt que d'essayer de les balayer d'un revers de la main ou d'essayer d'être neutre face à ces convictions morales et spirituelles. Autre raison, au cours des 30 dernières années, il y a de plus en plus de foi dans l'intégrisme de marché. L'intégrisme de marché se présente comme un moyen d'externaliser nos jugements moraux vers un mécanisme neutre sur le plan moral. Cela constitue une illusion, ni plus ni moins. Les marchés ne sont pas véritablement neutres, mais une partie de la séduction de cette réflexion liée au marché, des valeurs de marché au cours des 3 dernières décennies, c'est qu'il semblerait, je dis bien semblerait, que ces valeurs de marché apportent une voie neutre face aux grandes décisions politiques et à la construction de lois qu'il faut entreprendre. France Culture, la grande table. Caroline Brouet. Rencontre avec le philosophe Michael Sandel aujourd'hui, dont le livre Justice sort en France, j'ai envie de dire enfin, puisque la première édition date de 2009. Et autour de la table pour dialoguer avec notre invité, Hervé Nogien, à qui je cède la parole désormais. Merci. Je vais revenir sur cette question de neutralité que vous avez évoquée. Mais d'abord, je voudrais dire que il faut se réjouir de la traduction de votre livre en français. D'abord parce qu'il est très bon, et puis parce qu'il aidera, j'espère, à montrer que la philosophie politique et morale peut être claire, argumentée, où elle peut ne pas être hermétique, mais en même temps sérieuse et profonde, parce que c'est un point important. C'est pas juste pour nous amuser que nous avons tous ces exemples. Il y a quelque chose de vraiment important dans cette façon de travailler. Et puis aussi parce que la traduction française de Patrick Savidan est excellente. Elle restitue la clarté et la rigueur de votre travail, mais aussi son humour. Et puis aussi, je dirais, cette grâce qu'il y a dans votre texte qui explique peut-être la réception qu'il a eu un peu. Alors, je sais bien que le mot grâce ne veut pas dire grand-chose, mais en tous les cas, on le sent dans votre texte, dans la traduction. Et puis, je suis aussi heureux que vous insistiez sur le fait que les raisons morales sont importantes dans le débat public. Ça aussi, c'est une chose très importante. Dans les débats qui nous préoccupent sur le mariage entre personnes de même sexe, l'action sélective en faveur des plus défavorisés, ce qu'on appelle la discrimination positive, de l'avortement aussi, je pourrais ajouter de l'euthanasie, c'est-à-dire de l'aide active médicale à mourir, et puis aussi de l'immigration dont vous parlez à la fin de votre livre. Alors évidemment, comme enseignant dans une grande université anglophone, on a dû vous faire 1000 objections. Et puis comme auteur qui a eu un succès considérable, je suppose que tout ce qu'on pouvait vous poser comme question a déjà été posé et vous avez répondu à toutes. Et donc je ne sais pas mais si les auditeurs français le découvrent, n'oubliez pas ça. À être original dans mes questions. En fait, je n'en ai que 2 principales. Je vais commencer par la première, puis après, si on a le temps, on verra pour la deuxième. Elle porte sur la notion de neutralité éthique de l'État. Et l'autre sur la contribution de votre position, qu'on peut appeler néo-aristotélicienne, au débat sur donc les questions que nous avons évoquées, le mariage gay, l'avortement. En quoi revenir à Aristote peut nous aider à résoudre cette question. Si vous y arrivez, c'est un tour fort. Alors, ma question, elle est la suivante. En ce qui concerne la neutralité éthique de l'État, en général, dans la discussion philosophique, on sépare 2 choses. La neutralité de l'action du gouvernement, et il y a une sorte d'unanimité pour dire que l'État ne doit pas discriminer entre les différentes croyances dans son action. Mais il y a aussi une autre forme de neutralité éthique qui est celle qui est adoptée par la plupart des philosophes, en fait, ou celle que je partage, qui est la neutralité des justifications de l'action publique de l'État. C'est-à-dire comment vous allez justifier une décision publique que vous avez prise aux yeux de tous les citoyens. Et c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Et si je suis d'accord pour le fait que les raisons morales interviennent dans le débat public, évidemment, je crois que la justification publique de nos actions dans une démocratie qui est pluraliste comme la nôtre, qui respecte les droits de l'homme, qui est censée les respecter comme la nôtre, elle doit être une justification de type constitutionnel, c'est-à-dire qui peut être acceptée par tous. Je vais juste donner un exemple avant de laisser la parole à Michael Sandel, c'est celui de la justification
de la loi qui donnait le droit à l'avortement de 1974 de Simone Veil. Quand vous regardez les arguments qu'elle a donnés à la fin, alors évidemment dans le débat, toutes sortes de raisons ont été introduites, comme est-ce que le fœtus est une personne, est-ce que si c'est une personne, on ne commet pas d'infanticide, etc. Mais à la fin, c'est pas du tout ce qui a prévalu pour justifier aux yeux des Français, des citoyens français. Et ce qui a été le plus important, ça a été des considérations sur l'inefficacité des législations anti-avortement qui existaient, qu'elles ne servaient finalement à rien, sur les dangers sur la santé des personnes qui étaient amenées à pratiquer un avortement clandestin, sur l'incohérence des lois, parce que en fait, il y a toutes sortes de destructions d'embryons qui sont autorisées. Il y a aussi des avortements pour la santé de la mère, ou quand l'enfant est gravement handicapé, ou en cas de viol ou d'inceste, qui sont acceptés. Donc il n'y a pas d'unanimité non plus. Et s'il y avait unanimité, eh bien on les traite. Ça voudrait dire qu'on les traite comme des personnes. Et donc voilà, le problème, c'est est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette division entre l'action du gouvernement et la justification publique? Est-ce que vous ne croyez pas que la justification publique doit rester neutre? Michael Sandel. C'est une distinction très subtile que celle que vous proposez. But you rightly suspect, as you may suspect, à juste titre, I don't accept that distinction. Je n'accepte pas cette distinction. For the following reason. Et la raison en est la suivante. I don't think that it's possible. Je ne pense pas qu'il soit possible ou souhaitable pour une société démocratique de dire que dans le débat public, les citoyens peuvent puiser dans n'importe quelle conviction morale ou spirituelle, mais en même temps insister sur le fait que lorsqu'il s'agit d'un résultat, d'un débat démocratique, lorsque la législation se fait à la lumière de ce débat démocratique, ces lois doivent tenter d'être entièrement neutres par rapport à la nature même du débat qui produit ces lois dans la démocratie. Ainsi, je pense qu'il faut faire un choix. Soit on choisit la neutralité dans les deux domaines, ça c'est le point de vue que je remets en question, ou alors il faut accepter que l'argument moral sous-tend le débat public et la justification des lois qui sont prises. Ce n'est pas possible d'avoir l'un sans l'autre, du moins pas dans une société véritablement démocratique où la loi reflète l'argument public et le débat public. Si on peut élargir, juste, ça veut dire, Michael Sandel, que vous considérez qu'il n'y a pas de position neutre possible, tenable, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Est-ce que c'est ça votre position? Et pour quelle raison? Yes. And c'est mon point de vue. Mais il y a une raison philosophique à laquelle je faisais allusion dans la première partie de ma réponse, mais il y a également une raison politique. En effet, si l'État fait semblant de décider de lois sur des questions importantes telles que l'avortement ou le mariage homosexuel. Et si l'État fait semblant d'être neutre, eh bien c'est un échec par rapport au respect envers les gens qui savent qu'ils ont perdu et que leur conviction morale n'a pas été reflétée dans la loi qui a été édictée. Je crois qu'un débat public plus ouvert, plus honnête, qui reconnaît l'absence inévitable de neutralité dans ce domaine, eh bien, ça constitue une façon plus honnête de refléter le discours démocratique entre les citoyens et de transférer cela dans les lois. On sait d'où chacun parle, c'est ça qu'on disait. Oui, je vais continuer. Je pense que c'est plutôt l'honneur de nos démocraties d'arriver à faire cette différence, c'est-à-dire que nous débattons autant qu'il est possible, nous mobilisons nos idées sur le fœtus, etc., en ce qui concerne le droit de l'avortement, mais nous avons aussi cette faculté, au moment où nous devons prendre une décision publique qui concerne l'ensemble des citoyens, de faire reposer notre justification sur quelque chose que tout le monde pourra accepter, même les catholiques pratiquants, ce qui a été le cas, par exemple, au moment de la loi Veil. Donc je vois
pas ça comme une forme de malhonnêteté, mais au contraire de subtilité de notre démocratie, qui arrive à la fois à trouver des principes constitutionnels qui sont valables pour tous, et des gouvernements qui mènent des politiques. C'est en allant sur l'utilitarisme que vous pouvez prendre cette décision, et pas sur les valeurs. Michael Sandel. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait d'accord avec vous, Antoine. That would be my reaction. And I would just add Oui, one d'accord. other, if I Oui. could add one Permettez-moi other un ajout. response. I think the subtlety Je pense que cette subtilité que vous décrivez peut trop facilement déraper dans une espèce de mauvaise foi. Lorsque les raisons données par l'État sont pratiques ou liées à l'utilitarisme ou l'efficacité, alors qu'en réalité, le débat démocratique qui produit ces lois doivent refléter en fait les lois, ces raisons concurrentes et ces principes qui sont contraires les uns aux autres. J'ai dû faire une incise pour les auditeurs qui nous écoutent, puisque Antoine a parlé d'utilitarisme et que tout à l'heure, pour la deuxième question, Ruven, que vous vouliez poser, vous avez parlé de la conception aristotélicienne. Il faut juste peut-être faire une petite parenthèse avec vous, Michael Sandel, puisque dans votre livre, Justice, vous rappelez que philosophiquement, il y a 3 manières d'envisager la morale. Une manière qui consiste à dire que est juste ce qui maximise le bien-être, et ce serait l'utilitarisme, représenté en général par Jeremy Bentham. Une deuxième conception de la morale qui consisterait à dire qu'est juste ce qui respecte la liberté, c'est le libéralisme. Kant, John Rawls en sont les principaux représentants. Et la troisième, qui a vos faveurs, consiste à dire qu'est juste ce qui promeut la vertu. Et ces théories ont été représentées en général dans la philosophie par Aristote. Expliquez-nous pourquoi c'est cette troisième conception de la morale dont vous vous revendiquez. Well, first to say a word about the second, the one based D'abord, on un liberty. mot sur I am not against liberty. la deuxième conception, liée à la liberté. Je ne suis pas contre la liberté, mais comme on l'a vu dans la discussion préalable, il faut s'intéresser aux raisons, aux principes, aux engagements nécessaires pour identifier nos droits de citoyens et d'êtres humains. Pouvons-nous identifier les droits humains et les justifier sans se référer à une certaine conception de la vie bonne, une certaine conception de la vertu? Donc moi je suis tout à fait pour la liberté et la défense des droits, mais comment les justifier? Comment les défendre? C'est ça la question. Et chez Aristote, et ce qui manque dans le débat contemporain, c'est que Aristote reconnaît que les questions de justice convoquent nécessairement des débats sur la vie bonne et la vertu. Prenons un exemple, c'est pas un exemple qu'Aristote a débattu. Faut-il que l'État reconnaisse le mariage homosexuel? On pourrait dire que ce débat peut être décidé dans une neutralité si l'on respecte la liberté de chacun. Mais dans la réalité, le débat sur le mariage homosexuel, et s'il faut le reconnaître au niveau étatique, est un débat qui dépend de la valeur morale de la légitimité du mariage homosexuel. Est-ce que ça fait partie de la vie bonne? Si oui, à ce moment-là, il faut soutenir le mariage homosexuel. Si on répond non à la question, à ce moment-là, il est très difficile de tenir une position neutre en faveur de la liberté et du mariage homosexuel. C'est pourquoi, moi, je dis qu'il faut sans arrêt convoquer la vie bonne et la vertu. Tout ça, ça doit être vraiment intégré dans les débats publics sur les libertés et les droits. La vie bonne qui donne une politique du bien commun sur laquelle on reviendra dans un instant. Mais Ruven Augier tout d'abord. Alors évidemment, la position que vous défendez, elle s'oppose à une division traditionnelle en philosophie politique et morale entre le juste et le bien. Et vous le faites remarquer d'ailleurs à plusieurs reprises, vous n'acceptez pas l'idée que le juste soit indépendant du bien, et encore plus que le juste est la priorité sur le bien, qui est la thèse qui est défendue par John Rawls, entre autres.
Et là, si vous voulez, pour les auditeurs, peut-être expliquer très très brièvement ce que le juste concerne les relations équitables avec les autres, ce que nous devons aux autres, et le bien, enfin, dans la conception que je m'en fais, c'est le style de vie personnel, si vous voulez être sédentaire ou nomade, si vous voulez être homosexuel ou hétérosexuel, si vous voulez être un flambeur ou un épargnant, etc. Donc ça vous concerne. Or, sur ces questions du bien, John Rawls, Kant, et puis tous ceux qui le suivent, considèrent qu'on ne peut arriver qu'à un désaccord raisonnable. Chacun vit la vie qu'il a envie de mener du moment qu'il ne cause pas tort aux autres. En ce qui concerne le juste, et l'exemple des droits de l'homme le prouve, nous arrivons à faire nous arrivons à avoir une vision qui est plus universaliste. Et John Rawls, par exemple, dans son idée de voile d'ignorance, c'est-à-dire que quelle position nous choisirions, quel genre de société nous choisirions si nous ne savions pas quelle position nous occuperions à l'intérieur, c'est aussi un principe universel qui doit valoir pour tous. Donc ma position personnelle, c'est que je suis entièrement relativiste pour le bien et complètement universaliste pour le juste. Mais c'est pas une position, je crois, pas la position de Michael Sandel. Michael Sandel. Yes, I understand it, and Reuven has explained. Je comprends très bien votre point de vue. Vous l'avez formidablement bien décrit. Et je crois que cette distinction est philosophiquement instable, mais elle n'est pas souhaitable sur le plan politique. Je crois que cela a contribué au fait que le discours public dans la société démocratique est devenu si creux. Par ailleurs, ça donne une conception appauvrie du pluralisme. La philosophie qui sépare le public du privé produit un pluralisme d'évitement, un pluralisme qui repose sur le fait qu'on évite les convictions morales des citoyens. Au contraire, moi je suis en faveur d'un pluralisme d'engagement, pas un pluralisme d'évitement. Moi je suis pour un pluralisme d'engagement qui prend au sérieux les convictions morales et spirituelles de nos concitoyens. Cela engendre un respect plus profond, même lorsque nous sommes en désaccord, et le désaccord est inévitable. Et bien même quand on est en désaccord, il faut prendre très au sérieux les convictions morales et spirituelles de l'autre, des autres citoyens. Ainsi, nous pouvons raisonner ensemble, discuter ensemble, débattre ensemble, même si au bout du compte, on ne pourra pas se mettre d'accord. C'est une meilleure façon de respecter les façons particulières dont nous voyons la vie. Avec peut-être une petite objection ou question. Finalement, vous rappelez la transcendance. Vous dites qu'il y a des notions qui sont pour certaines personnes transcendantes et puis chacun a un peu la sienne finalement. Et donc on va pouvoir avec ça, si chacun s'exprime en disant d'où il parle et comment il pense et pourquoi il en arrive là, on va arriver à une décision qui sera bonne. Mais en même temps, il va falloir que les gens qui auront pensé et agi en fonction de principes supérieurs acceptent ensuite que ce soit mis dans l'horizontalité de la démocratie. Est-ce que là, il n'y a pas un blocage en réactivant des choses aussi puissantes, alors qu'il s'agit de vivre dans un tissu social apaisé, malgré tout? Well, this is a danger. Certes, il y a un danger, un risque. La politique démocratique, c'est quand même une entreprise particulièrement hasardeuse. Et il est tentant de penser que nous pouvons adhérer à une formule pour éliminer le danger, le risque du désaccord, quitte à faire face à une impasse ou à la coercition exercée par certains. Il est tentant de penser que l'on peut retirer ces dangers et ces risques grâce à une philosophie qui insiste sur la neutralité envers le bien. Mais moi, je pense que ce type de politique porte un autre risque ou d'autres risques. Le risque, c'est qu'une vie publique vide de sens crée justement un vide. Et ce vide, comme la nature a horreur du vide, le vide est rempli. Par qui ? Par des gens qui représentent un moralisme intolérant et obscur. On voit ça dans certains mouvements populistes de droite ou d'extrême droite, qui remplissent donc ce vide créé par une politique de neutralité et une politique qui reposerait uniquement sur la valorisation des mécanismes de marché.
Michael Sandel, tout à l'heure, vous m'avez posé une question et comme votre ouvrage regorge encore une fois d'anecdotes et de questions et de cas pratiques, à mon tour de vous en poser une, si vous le voulez bien, puisque je crois que vous inaugurez une nouvelle forme, une forme neuve plus exactement de dialogue socratique avec vos étudiants et en général avec les gens avec qui vous parlez. Donc, lançons-nous dans cette question. Il se trouve qu'aux États-Unis en particulier, donc dans votre pays, bien sûr, les questions qui touchent à la peine de mort, à la torture, aussi au mariage homosexuel, avec celui-là, nous partageons ces questions, sont des questions qui ne nous touchent plus, à part cette question du mariage homosexuel, en tous les cas plus pour le moment. Bon, il en est une autre question qui touche à la morale et à la neutralité de l'État, qui nous occupe en ce moment, nous, en France, et qui n'a pas l'air de vous occuper beaucoup. Cette question, c'est la question qui est récurrente depuis une vingtaine d'années maintenant en France, du port du voile dit islamique. Et le débat a été relancé il y a quelques jours à peine par notre Premier ministre qui aimerait qu'il y ait une loi sur le port du voile à l'université. Bon. Compte tenu de ce que vous avez dit, des questions qu'on se pose individuellement et collectivement, et de ce que vous appelez la tolérance et la neutralité de l'État, est-ce que vous considérez qu'au nom du bien commun, de la laïcité, de l'émancipation des femmes, l'État doit intervenir dans la façon dont les femmes se vêtissent, s'habillent, ou bien au contraire, non, il n'a pas à intervenir en la matière? You asked me a very easy question. Une question assez facile, hein? I would say two things. First, je dirais deux choses. My critique of the neutrality. La critique que je formule face à la neutralité de la sphère publique est une critique qui porte sur la laïcité, nous dit Michael Sandel en français dans le texte, la laïcité. Et moi je suis en faveur d'une place publique plus accueillante, qui accueille les convictions morales, mais aussi spirituelles, ainsi que les pratiques spirituelles. Moi, je suis pour la séparation de l'Église et de l'État. Mais je ne pense pas que ça soit la même chose que la séparation entre la religion et la politique. Ainsi, mon point de vue remet en question cette notion très forte de laïcité. Et vous n'irez pas jusqu'à séparer les filles et les garçons dans votre cours à Harvard, hein? Non. Bon. Il y a des limites quand même. Mais votre question est en fait très ardue parce que mon point de vue, celui d'Aristote, celui de Rousseau, c'est le suivant. La vie publique doit reposer sur une espèce d'éducation civique. Ainsi, il ne faut pas être indifférent envers la façon dont différentes communautés et différentes communautés religieuses voient le rôle de la femme, par exemple. Cela constitue une préoccupation d'ordre public et pas seulement privé. C'est cela qui rend votre question loin d'être facile. C'est un dilemme, certes, mais je dirais tout de même ceci. Le débat doit se faire non seulement du point de vue de la laïcité, d'une part, et des droits individuels de l'autre. Je crois que le débat doit se faire du point de vue de l'éducation civique que la vie publique démocratique doit idéalement apporter quant aux habitudes, aux coutumes et aux pratiques des citoyens. Alors peut-être que vous n'êtes pas très satisfaite par ma réponse, mais cela permet de cadrer la question. Quitte à ne pas résoudre le problème entièrement, j'en conviens. Michael Sandel, c'est vous qui avez choisi cette chanson qui termine l'émission, c'est Louis Armstrong, bien sûr. Pourquoi cette chanson ? It shows the mix of darkness and light. Il y a de l'obscur et de la lumière. Make the Knife, donc, chanté par Louis Armstrong, décrit une réalité urbaine terrible. C'est tiré de l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht, mais chanté par la voix de Louis Armstrong, eh bien, on entend la lumière malgré l'obscurité des paroles.
Merci beaucoup Michael Sandel d'être venu au micro de la Grande Table. Votre livre Justice, traduit de l'anglais par Patrick Savidan, est édité chez Albin Michel. Merci beaucoup à Xavier Combes qui souffle parce que c'était compliqué quand même à faire. Merci beaucoup à Xavier Combes d'être venu interpréter vos propos en français et merci à vous Ruben Augien. Mon dîner chez les cannibales, journal philosophique paru aux éditions Grasset. C'est la fin de la Grande Table. Merci à toute l'équipe, à la réalisation. C'était Lionel Quentin, à la prise de son aujourd'hui Pierrick Monsigny.